Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur le métier de l'acteur. Bonjour Mathis. Bonjour Mathis. Et bonjour à nos invités qui sont Charles, bonjour, enchanté. et Jeanne, bonjour, enchantée. enchanté. Bonjour Jeanne et Charles. Content de vous avoir ici de manière très très sincère, je vous le dis pas parce que c'est le podcast, vraiment merci de vous être déplacés et tout ça, ça fait vraiment plaisir. Mathis, comment nous procédons ce petit podcast? Je pense qu'on peut demander une présentation de nos invités, premièrement. C'est ça. Donc juste pour les gens qui nous écoutent, on va parler du métier d'acteur pendant, je pense, une petite heure. Et l'idée, ça va être, donc comme on l'a évoqué dans le pilote, passé, présent, futur. Voilà, très simplement. Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi vos ambitions? On va voir aussi que pour ce podcast-là en particulier, il y a différentes manières d'aborder le métier d'acteur. Et donc premièrement, comment présentez-vous ce que vous faites en ce moment et comment est-ce que vous en êtes venu à devenir acteur? Jeanne, toi l'honneur. Super, merci. Moi je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je suis... Est-ce que je suis, comédienne ou apprentie comédienne? Je suis encore étudiante. Je suis élève au Conservatoire national depuis peu. Et, Félicitations. Merci, c'est adorable. Et avant ça, j'étais au cours Florent. Donc voilà, c'est à peu près ça. Pour faire les petites parenthèses, Cours Florent, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, bien sûr. C'est une grande école de théâtre, comédie musicale, cinéma et musique aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et le Conservatoire national, c'est une grande école de théâtre. C'est une grande école nationale qui fait partie des écoles nationales, en tout cas en France. Voilà. C'est important de le préciser parce que pour moi, quand j'étais petit, le conservatoire, c'était la musique. Il y a des conservatoires de beaucoup de disciplines. Il y a musique, danse, théâtre. Et il y a les conservatoires nationaux de musique aussi. Ouais, donc c'est pas les mêmes. Il y a CNSM pour le Conservatoire national supérieur de musique, CNSAD, Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Ok. Et c'est des écoles qui sont reliées à l'État en fait. Okay. C'est pour ça qu'elles sont nationales. Et c'est des écoles reconnues, contrairement au Cours Florent, qui n'est pas reconnu par l'État. Voilà, c'est une école privée en fait. Ouais. Comment? Qui y travaille. On espère. Charles? Bonjour, Charles, j'ai 26 ans. Je suis comédien de comédie musicale, pour être plus précis là-dessus, parce que je fais finalement un peu que ça. Et un peu théâtre quand même. Pareil, je viens des cours Florent que j'ai quitté il y a quelques années. Et voilà, tout simplement. Et puis, voilà mon parcours. En très très rapide, si je n'ai à parler que de ça. Bon, alors Mathis ayant fait les cours Florent aussi, vous aurez vite compris le lien de ce qui se passe entre tout le monde. Et pour les gens qui n'aiment pas les cours Florent, nous excusons. Et il y en a beaucoup. Écoute, je pense qu'ici, il y en a qui en font partie. Oui. Du T'as un truc à dire, Mathis? Non, mais il n'y a pas de souci. On va cracher sur tout du long sur le cours Florent. Oh là là. On a des choses à dire. Pas comédie musicale. Non. Bon... Bref. Non, du coup, je connais Charles, enfin, avec Mathis, on connaît Charles de plusieurs amis, voilà. Moi, j'ai connu Jeanne en première année aussi, vers la fin, tu nous as rejoint en première année, c'est comme ça qu'on a pu échanger, créer des liens amicaux. Peut-être juste, du coup, tu peux expliquer le concept de la première année, et bien que vous ne soyez pas dans les mêmes domaines vraiment aujourd'hui, vous étiez ensemble en première année? Oui, totalement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours Florent, en général, quand on rentre en théâtre, en première année, en fait, on nous demande de forcément passer par une première année théâtre. Et ensuite, de nous spécialiser en deuxième année en théâtre, comédie musicale ou cinéma. Mais ça fonctionne pas pareil pour tout le monde vraiment. Par exemple, alors, si la comédie musicale, par exemple, c'est différent. Ce n'est pas le cas. Dès la première année, on rentre directement en comédie musicale, mais on est en théâtre avec les gens qui font que théâtre ou les gens qui ont pour but de se spécialiser dans la deuxième année cinéma. Mais nous, dès la première année, on est directement en comédie musicale et ce pour les 3 ans. Et tu peux quand même décider d'arriver en deuxième? Alors, tu peux, mais dans ces cas-là, en gros, il faut passer l'audition et qu'ils s'acceptent de faire passer en deuxième année directement comédie musicale. Ouais. En vrai, c'est un peu ça pour tout.
hein. Moi, j'ai une personne dans ma classe de cinéma qui est rentrée en deuxième année directement. Enfin, ça dépend en fait, c'est vraiment, c'est un peu qui veut rentrer, rentre. Mais bon, voilà, c'est le premier pic. Bon, en tout cas, tout le monde est sorti de là vivant. Mais je crois Bah que oui. c'était Oui. Francis Huster, du coup, un grand ancien de Florent, qui disait à Florent, c'est une usine, mais à l'usine, on travaille. Franchement, C'est pas bête. c'est un peu. Franchement, Et je trouve que c'est je très trouve que juste. c'est un très beau résumé de Florent. Ouais, Voilà. de ouf. Voilà, ouais, De je suis ouf. assez d'accord. J'ai un petit bol entre vous deux. Bon, Ouais. vous ne voyez pas les auditeurs, mais il y a un bol entre les deux invités. Un bol bol Star Wars, avec Darth précisément. Vader et Il des est très beau. Stormtroopers dessus. Dedans, il y a des petits papiers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les petits papiers? Il y a plusieurs choses. Il y a soit des questions que vous allez... dans tous les cas, ça, c'est votre bol, ok? Vous allez faire un peu ami-ami avec ce bol. Donc, vous faites ce que vous voulez avec ce bol. C'est vous. À tout moment, vous pouvez tirer un papier, d'accord? Et en fait, soit vous allez tomber sur une question, une question, soit un titre d'intitulé d'anecdote. Par exemple, je cite, il n'y aura pas ça dans le bol, hein, mais par exemple, vous allez sortir le papier Toy Story. Ok. Et donc là, le but du jeu, c'est de savoir quelle est l'anecdote derrière ce titre. Voilà. Wow. On a, moi j'ai les trucs derrière moi, et c'est vous ensuite qui allez lire cette anecdote si vous avez réussi à deviner ou pas. Ok, très bien. Ok. Ok? Enfin, après, il n'y a pas de truc à gagner concernant Non. ce jeu-là. Le but, c'est plus de éventuellement lancer des discussions qui peuvent découler de ces anecdotes-là. Ouais, ou bon après je pense qu'il y a des anecdotes que vous connaissez déjà, parce que moi j'en connaissais déjà dans celle-ci, et aussi juste parce que c'est insolite, et voilà, moi je trouve ça cool d'avoir des petites anecdotes insolites. Ouais. Voilà. La seule règle, c'est de faire de l'ASMR avec ce petit bol quand vous chopez le papier. Ok. Ah, Là, super. c'est quoi? Regarde. Bonsoir à tous. Je pioche le petit papier dans le bol. Je pense qu'actuellement vraiment les auditeurs qui n'aiment pas l'ASMR, mais vraiment ils sont là. Attends. Ok, je passe, je Alors. passe cette partie. Ah, c'est une blague. Ah c'est trop bien, il est tombé. C'est une blague. C'est une énorme Non. Il est tombé Ok, pile. ok. Faut que t'expliques. blague. Alors, Il en faut que gros, t'expliques. je suis tombé sur le papier Pumba. C'est trop Ah, il y a que tu vraiment tombes. beaucoup de papier dedans. Je pense que celui-là, elle était littéralement fait pour moi. Ah, alors, petite parenthèse, vraiment. J'ai vu cette anecdote, j'ai fait ok, il faut que je le mette. Connaissant Charles, il faut que je mette cette anecdote juste pour la vanne. Et t'es tombé en premier dessus, c'est trop fort. C'est trop fort. Alors, déjà, première anecdote, Pumba, ça s'écrit pas comme ça. Ah oui, là, c'est vrai que c'est avec écrit deux A, Il y a non deux A à la Ouais, fin. c'est deux A, c'est pardon. écrit Ouais, c'est moi, je me suis trompé. PUMBA. D'ailleurs, faut dire pourquoi on rigole, parce que. Oui, Mais alors, vas-y, je te laisse expliquer. non, on rigole parce que c'est un rôle que j'ai joué à Disneyland Paris dans le spectacle Le Roi Lion, les rythmes de la Terre l'hiver dernier. Et du coup, je jouais le rôle de Pumba et c'est rigolo. C'est un petit peu le. Et oui, Voilà. ça a été fait exprès. Alors, quelle anecdote derrière C'est petit comme anecdote, je m'en rappelle, celle-ci. C'est pas. Petite C'est anecdote pas sur un truc Pumba. Ouais, sur Pumba, c'est pas un truc de fou. Oula. C'est compliqué. Ça a un rapport avec le film Disney. Ça a un rapport avec Disney de manière générale, Ok, Disney de manière générale sur Ouais. le personnage de Pumba. sur le personnage de Pumba. Est-ce que ça a un rapport avec ce que veut dire Pumba? Non, Ok. je te donne beaucoup trop d'indices. Bah, en vrai, Non, non, mais mais en gros, c'est un rapport avec les caractéristiques du personnage. Oui. Donc, en gros, il y a un Ouais. mec qui travaille à Disney qui était exactement Oui. comme lui, quoi, c'est ça? Ça peut. ouais, Non, c'est- c'est pas ça, mais franchement, ça aurait pu, ouais. Mm. Ça aurait pu. Pardon. Vas-y, je vous. non, je mais en vous vrai, donne- faut cibler peut-être. Hein Ouais. Dis-nous sur quoi, on va pas abandonner. Déjà, celui déjà, c'est à la sortie du premier film, Oula, pardon. d'une certaine Il manière. faut que je c'est-à-dire relise quand même pour être sûr de l'anecdote. Mais en fait, ça a un rapport avec tous les autres personnages d'avant lui. Mais tous les comment tu racontes, sidekicks, c'est impossible Non à trouver. Ouais, ok, ouais. Tous les personnages de sidekick rigolo ou tous les personnages Mais qui en ont vrai, été designés avant Pumba pour le film du Roi Lion. Non, c'est pas un truc compliqué, vraiment, c'est tout bête. Je pense Ok. que en vrai, tu peux dire genre le concept du truc et juste les laisser deviner la fin. Ok, je dis le début du truc, quoi. Ok, donc en fait, Pumba, dans Le Roi Lion, est le premier personnage. Gay.
C'est pas ça C'est pas ça. Pardon, non, j'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Pardon, Non, mais excuse-moi. honnêtement, Non, pourquoi j'ai dit ça? je comprends l'homosexualité latente entre Timon et Pumba, vraiment. Oui, parce que en fait, j'ai cru, je te jure, quand t'as dit ça, j'ai eu un flashback d'avoir lu ça quelque part, que le personnage de Pumba était gay. Ah, ok. Oh, franchement, peut-être, mais c'est pas ça. Ok, Mais- oh putain, mais j'ai dommage. vraiment dit de Par la merde contre- dans votre podcast, je suis désolée. Non. Attends, je vais mettre moins fort par contre. Parce que vraiment, tu as crié dans le micro. Mais on a vraiment senti qu'il y avait une envie Ouais, de il y partager avait- cette t'as- anecdote. J'étais sûre d'avoir deviné. C'était vraiment les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, gay. Je te laisse lire la suite. Ok, bah, je vais lire la suite parce que j'en ai aucune idée. Ok, d'accord. Est-ce que je le fais avec la voix de Pumba? Oh. J'ai la voix un peu défoncée, donc c'est parfait. Pumba, dans Le Roi Lion, The Lion King, est le premier personnage de Disney à péter. C'est incroyable. Incroyable. Quelle info insolite. Eh ben, figure-toi, je Quel jeu d'acteur, l'ignorais quelle totalement. démonstration. Et ouais, j'ai lu ça sur l'internet, comme on le dit. Ouais. Et ça m'a étonné, du coup, et je trouvais ça drôle en plus que ça c'est un rapport Bah, avec c'est toi, c'est quoi. surtout ouais, que je C'était tombe c'était- dessus dès le c'était premier surtout- papier. franchement, c'était surtout pour ça, ouais. C'est surtout pour ça. Si tu veux, tu peux en prendre un direct, enfin, ou Jeanne, vraiment, enfin, faites-vous Mais plaisir. vas-y, Ok, il faut Faites-vous faire plaisir sur le l'ASMR prochain. ou on arrête ça? L'ASMR tout le temps. Je vois tout. Ils en rajoutent, j'aime bien. Putain, magicien d'Oz. Oh waouh, Je n'ai jamais vu. on est sur une autre anecdote. C'est la plus longue des anecdotes. Ah ouais? Ok, Ouais. Incroyable. je peux. Et franchement, elle est assez folle. Ça a un rapport avec. J'ai pas envie de dire de conneries, c'est Julien Andrews? Non. C'est Julien Andrews, le magicien d'Oz? J'ai pas envie de dire de conneries. Non, c'est Ou mais c'est l'autre? c'est, Ça y est, je euh, confonds toujours les deux. Ah, ok, attends, je vais juste j'avoue, je prends l'anti-sèche. C'est Frank Baum. Ah, Frank Baum. Ok. Frank Baum, et donc Frank Baum qui est l'écrivain, le créateur du Magicien d'Oz, donc le livre, voilà. Et là, du coup, on parle bien sûr du film et non pas du livre, Ok. voilà. Et, est-ce que je vais vous en dire plus? Je sais pas, non, je vous laisse encore un peu réfléchir par rapport à ça. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la façon dont le film a été créé par rapport à sa propre vie à lui ou... Non. Non, mais ça a un rapport en fait avec le créateur du livre et le cinéma. Et le cinéma, le film, pardon. Est-ce que Frank Baum n'aurait pas participé au studio de production du film à l'époque? Non. Non, franchement, c'est un truc, c'est franchement fort. C'est étonnant. Ok. Mais en C'est- vrai, franchement, on les laisse lire direct, non? Ouais. Parce que l'anecdote est. Là, longue- ça a l'air- longue là, et là, vraiment, je complexe. vous assure, vous voyez Mais pas le après- papier et Le immense. papier. C'est-à-dire, moi, Le vraiment, papier est pour immense. Pumba, j'avais un papier, ça tenait sur une Tiens, ligne. Là, vraiment, on a l'impression qu'il y a un roman, quoi. C'est- Je vous laisse lire parce que de toute façon, c'est impossible à deviner, mais je voulais juste ce petit moment de suspense. Je la lis en entier. Ouais, tu peux la lire en entier. Sur le tournage du Magicien d'Oz, une mission fut confiée à un assistant costumier. Trouver une veste élégante mais usée pour le magicien. À ce moment-là, le jeune intermittent ne se doute absolument pas de l'incroyable pièce qu'il va acquérir dans une vieille friperie. Après avoir trouvé l'habit correspondant aux caractéristiques, l'acteur Frank Morgan l'enfile et fait une surprenante découverte. Dans l'une des poches du vêtement se trouvait cachée une étiquette avec le nom de l'auteur du livre Le Magicien d'Oz. Par la suite, la veuve de Frank Baum confirmera que la veste avait bien appartenu à son défunt mari. C'est absolument dingue. C'est C'est incroyable. improbable. C'est incroyable. Quand j'ai lu ça, j'ai fait ok, c'est hyper fort. C'est improbable. Ouais, Oh, wow. vraiment, tu sais, tu vas en friperie et normal, tu prends. Non, franchement, c'est assez étonnant. C'est C'est fou. c'est fou. Je vais. Passez-moi le bol, s'il vous Ouais, plaît. bien sûr. On va prendre une question. Je vais prendre une Alors, question. pendant que tu au hasard. sélectionnes une question, d'ailleurs, Vas-y. Le Magicien d'Oz, qui est une super comédie musicale, qui a créé plusieurs comédies musicales. La base, Le Magicien d'Oz, le film, mais aussi d'autres comédies musicales. Wicked, qui est une des grandes comédies musicales américaines, qui raconte l'histoire avant l'arrivée de Dorothy dans le pays d'Oz. Et même, il y en a une autre, je ne sais plus le nom, qui raconte l'histoire du magicien en général et de tout ça. Et c'est vraiment des grandes comédies musicales américaines qui ne s'exportent que très peu en France, mais qui sont très grandes et qui viennent du Magicien d'Oz. Et qu'est-ce que vous pensez du film de Sam Raimi, du coup? Du quoi? Du film de Sam Raimi. Je répète. Du quoi? Ok. Non.
vrai, ça va. Ouais, ça va. J'avoue ne pas avoir la ref de ce Pareil, film. Voilà, vraiment. c'est tout. Il y a eu un Il y a eu remake, avec James Franco. avec James Franco il y a, Il y a une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Il y a des bonnes idées. Faudrait que je le revoie, ça fait longtemps. J'ai donné la question à Jeanne. Oh, waouh. Donc la question des Matisse, c'est qu'est-ce que c'est être acteur pour vous, Charles? Être acteur pour nous, waouh. Petite parenthèse pour vous laisser un peu réfléchir. Ouais. En fait, ces questions viennent de ma tête et aussi de plusieurs acteurs où je leur ai dit, mais vous, en fait, si vous vouliez poser cette question-là à un acteur qui est reconnu aujourd'hui pour son métier, qu'est-ce que vous lui poserez comme question? Et il y a plein de questions que j'ai eues et ça en faisait partie et ça faisait partie aussi de ma tête. Donc voilà, toutes les questions qui sont dedans, en tout cas, sont des questions qui viennent de là. Du coup, et ça fait un peu aussi question d'enfant parce que je me dis ça peut aussi servir à ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est être acteur pour toi en fait. Et je vais enchaîner directement là-dessus parce que pour moi, être acteur, c'est rester un enfant. Ouais. Genre totalement. C'est-à-dire quand on est gosse et qu'on est dans la cour de récré ou avec ses potes en train de jouer dans le quartier. Moi, je me souviens, j'avais 10 ans, je jouais avec mes potes dans le quartier à Pokémon. Je disais que je balançais mes Pokémon comme ça sur... on se faisait des combats de Pokémon. Il n'y avait absolument pas de Pokémon. Hein. On se faisait des combats de Pokémon virtuels, mais on les voyait, hein, vraiment. Ils étaient là, ils existaient. On y croyait. On jouait mieux que je ne jouerais jamais dans toute ma vie en tant qu'acteur parce que juste on y croyait à donf. Et pour moi, être acteur, c'est juste essayer à chaque seconde de retrouver cette âme d'enfant et de se battre chaque fois qu'on est sur scène ou sur un plateau de télé ou sur un set de n'importe quoi ou qu'on nous demande d'être un acteur, entre guillemets, de faire ce métier. Pour moi, le but est juste d'essayer de redevenir au maximum cet enfant pour qui tout était réel. Pour qui la question ne se posait même pas, tout était réel. Voilà. Écoute, je suis personnellement totalement d'accord. Vraiment, je sais pas ce que t'en penses toi, Jeanne. Ouais, moi ma réponse elle rejoint pas mal la tienne parce que même dans les mots en fait, quand on parle du métier d'acteur, on dit que l'acteur il joue et jouer purement, enfin lexicalement, je sais pas si ce mot existe, mais dans le lexique, enfin jouer c'est jouer comme un enfant, jouer avec des jouets, imaginer des choses, jouer au pirate, jouer à la princesse, jouer au dragon, j'en sais rien, mais c'est ça. Sauf que je rajouterais une autre dimension qui, pour moi, c'est toujours très important d'en parler, surtout aux gens qui sont pas forcément familiers avec ce métier. Parce que souvent, on dit ouais, je veux être acteur, je suis en école de théâtre, etc. Et je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils voient pas trop tout ce qu'il y a derrière et ils se disent qu'on fait que s'amuser et on fait que se branler, tu vois. Et pour moi, il y a une autre dimension qui vient s'ajouter à ce jeu d'enfant, c'est la rigueur, le travail. Tu vois, c'est être rigoureux, c'est être ponctuel, c'est être travailleur, c'est pas lâcher les bras, c'est être courageux, tu vois. Et c'est être vulnérable aussi, s'exposer à ressentir des choses qu'on a peur de ressentir. Donc il y a tout ça aussi qui entre en jeu, une grande force, une grande rigueur qu'il faut pas oublier, même si ça reste aussi un peu redevenir un enfant. Je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord aussi. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord au niveau du travail. Il y a vraiment beaucoup de travail qu'on ne voit pas en coulisses. Ouais. Et pour mettre un petit aparté, j'ai travaillé du coup au théâtre Mogador en tant qu'ouvreur pour le spectacle Le Roi Lion. Ah. Et en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup, justement, parce que j'ai l'envie d'être acteur, c'était justement voir ces coulisses-là. Et en fait, tu vois, tout le travail que tu as, en fait, moi, j'arrivais à peine au théâtre pour moi, mon travail, et ils étaient tout le temps là, quoi. Je pas pour rien. Non, mais vraiment, pour une heure de ils spectacle, travaillaient. Mais oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a un travail fou derrière, il y a un nombre de personnes aussi qui sont derrière les projets. Et ouais, non, en fait, j'ai appris ça beaucoup aussi avec du coup ce spectacle-là. C'est que nous, on est là pour faire vivre de la magie aux spectateurs, au public. En tout cas, au théâtre, en comédie musicale, quand il y a un public réel. Mais en vrai, au spectateur aussi, cinéma. Et justement, ce travail-là, c'est justement de pas que le spectateur sorte de ça à un moment, quoi. C'est de montrer un univers, de lui proposer un univers, et en fait il y a tellement un travail
pour justement montrer cet univers. Notre but à nous, c'est de ne pas faillir et de ne pas faire sortir le spectateur de sa bulle, en fait, et lui dire bon, bah, merci, au revoir. Ça, le spectateur part, et là, tu, tu deviens toi-même, tu redeviens toi-même. Et je suis d'accord avec vous sur ça. Et puis pour enchaîner là-dessus 2 secondes, en plus cette idée de mettre le spectateur là-dedans, c'est hyper important. Même si effectivement on fait ça pour retrouver centaines d'enfants et tout ça, il y a toujours ce côté-là où on fait surtout ce métier-là pour les spectateurs qui viennent voir ce qu'on fait. Il y a, je pense, moi de vécu, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde que le moment où tu es sur les applaudissements après avoir fait un spectacle, que tu vois le premier rang du public, parce que tu vois pas les autres, parce qu'avec les projos dans la gueule, tu vois jamais rien, mais tu vois le premier rang du public qui te regarde, et où tu vois juste au premier rang, par exemple, un gosse, quand je travaillais à Disney, un gosse de 8 ans qui te regarde avec les yeux pleins d'étoiles, en train de pleurer, qui attrape sa mère en disant « Regarde, maman, c'est Pumba », tout ça, ou le truc comme ça. Il n'y a rien de plus beau que de voir ça, parce que tu fais parcourir des émotions à ces gens, jeunes ou pas jeunes, hein, mais tu fais parcourir des émotions à ces gens que toi-même, t'as eu un immense plaisir à parcourir en allant au théâtre, en allant voir des films au cinéma, en voyant n'importe quoi, même en allant au Louvre et en voyant des œuvres d'art. Tout ce système de l'art il est avant tout fait pour donner ce plaisir-là aux gens. Et au final, c'est ça aussi. C'est quand les gens prennent du plaisir qu'au final, nous, on prend cette dose d'adrénaline de dingue et qui nous fait vivre en général, quoi. Alors j'avais 2 petites questions. Déjà, je vais rebondir sur ce que tu étais en train de dire à l'instant. Il n'y a que des rebonds depuis tout à l'heure, c'est waouh. On est dans un match de basket. Putain, j'allais faire la même. Yes. Mais du coup, là, tu parlais un peu spécifiquement de la scène et du théâtre, des applaudissements. Donc vous n'êtes pas, pour l'instant, pas trop lié au cinéma. Vous avez eu peut-être quelques expériences, mais de toute façon, voilà, c'est pas votre ligne directrice. Est-ce que dans le peu d'expérience que vous avez eu, comment est-ce que vous trouvez votre plaisir, votre satisfaction d'acteur, puisqu'il n'y a pas ces applaudissements et ce temps réel? Et bon, déjà, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Vas-y. Ouais, grave. Je pense que c'est assez différent parce que c'est en déphasage. Déjà, un film, les gens ils vont le voir plus tard, c'est pas instantané. Tu vas pas les voir en train de voir, tu vois, comme au théâtre. Mais je pense que le cinéma, il y a ce truc très magique aussi qui part de ce que tu disais, Charles, de ce truc de on joue pour les autres. Et on donne en fait. Et au cinéma, moi de ce que je trouve et ce que j'ai pu ressentir dans mon peu d'expérience au cinéma, c'est que c'est un travail d'équipe. Tu te retrouves sur un tournage avec une centaine de personnes et chacun, donc tu vois, tu as l'équipe de la déco, l'équipe des costumiers, du son et tout. Chacun donne toute son âme pour ce projet. Et au moment où le réal il dit action, tu vois toute l'équipe qui regarde le retour cam comme ça. Bah, du coup, c'est un podcast, les gens ils voient pas. Mais tu vois toute l'équipe arriver sur le retour de cam et tout le monde ferme sa gueule. Et c'est le moment le plus sacré, tu vois. Parce que tout le monde a bossé comme des malades pour ce petit moment. Et quand t'es acteur, c'est magique, tu vois. Parce que le travail collectif de tout le monde dépend de ce que tu vas faire à ce moment-là, un petit peu. Même si les gens ne dépendent pas de toi, tu vois. Chaque pièce est essentielle. Mais donc pas au même titre qu'au théâtre? Alors, oui et non. Au théâtre, on a aussi ça dans le sens où tu as toutes les personnes qui sont à la lumière, au son et tout ça, qui sont pareils, qui sont là, qui sont tous à fond là-dessus. Tous les costumiers qui peuvent être en coulisses, tous les maquilleurs qui peuvent être en coulisses, les gens qui t'aident, les techniciens plateau. Il y a toujours ça aussi. Mais au théâtre, il y a un côté où le lendemain, c'est pareil. Le lendemain, c'est pareil. Le lendemain, c'est toujours différent, mais le lendemain, c'est pareil. Au cinéma, je comprends qu'il y ait ce côté-là en mode, c'est pour ce moment-là, maintenant. Il n'y en aura pas 10. C'est ce moment-là, maintenant. Et c'est pour ça aussi que ça doit être très, très fou, que c'est complètement dingue de jouer au cinéma. Et d'autant plus qu'au cinéma, l'âme d'enfant, là, tu l'as à blinde. Parce que autant au théâtre, avec le fait qu'il y ait cette idée de quatrième mur, c'est-à-dire le mur invisible devant la scène, où qu'on imagine qu'il y a un mur et que le public n'existe pas, le public, il existe. On ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas. C'est-à-dire, dans tous les cas, il existe. Et il y a toujours une sorte de petite distanciation qui se crée, dans le sens où on sait que ce qu'on fait, ça ne peut pas être aussi proche du réel. Dans le cinéma, avec les mises en situation, les décors, tout qui est vraiment beaucoup plus réel, la mise en situation, elle est dingue. Et donc, il y a ce côté-là où le plaisir, tu le trouves aussi dans le fait que
quand t'étais gosse, tu rêvais d'être au-dessus d'une énorme montagne à te battre avec un dragon, bah au cinéma, t'es au-dessus de l'énorme montagne et tu te bats avec le dragon. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Je dirais même que en fait, au cinéma, t'as doublement spectateur, quoi. T'as tes premiers spectateurs au moment du tournage, qui sont du coup l'équipe, comme tu disais Jeanne, et les spectateurs qui vont regarder le film, quoi. Ouais. Et moi, ça m'est déjà arrivé, mais à petite échelle, tu vois, mais de montrer mes projets ou dans les projets dans lesquels j'ai été, dans des courts-métrages ou autres, tu vois, même une personne qui va regarder ton film, t'as tellement hâte que le film se finisse et tu fais alors et tu vois sa tête et, moi j'aime beaucoup voir les réactions et tout et j'ai tellement hâte de me retrouver à des avant-premières de mes films ou dans les films dans lesquels j'ai joué où il y a je sais pas même 100 spectateurs, c'est déjà énorme et de me retrouver en face et soit tout le monde t'applaudit, soit tout le monde fait ou même des gens qui te posent des questions, comment vous avez fait ça, comment à ce moment-là, à ce tournage-là, comment vous avez pu mettre, enfin moi j'ai vraiment hâte aussi de ça, ou même après tu sais quand les gens viennent te voir et enfin tu vois qui te posent des questions, moi c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer ça. Faut savoir que quand même 90% des gens viennent te poser des questions qui n'ont rien à voir Oui. avec ce C'est à quoi vrai. tu t'attendais. C'est vrai. mais c'est justement ça aussi qui est Mais bien. c'est ça. C'est bien sûr. la magie du truc, c'est que tu te dis putain, qu'est-ce que je vais répondre à ça et en fait il y a plus jamais tout le monde va te poser la Mais question. Pour, en fait. pour la petite anecdote très 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 drôle là-dessus, j'ai écrit une pièce qui s'est jouée l'année dernière, qui parle de deux jeunes chanteurs d'opéra juifs dans les années 40. Et à la fin d'une représentation, il y a une dame d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui est venue me voir et qui me regarde et qui me fait mais vous l'avez vécu cette histoire? Alors du coup j'ai 27 ans donc je n'étais pas là je n'étais pas là durant la guerre 39-45 et vraiment tu as des questions à des moments tu te dis tu sais pas d'où ça peut venir mais et celle-là je pouvais pas l'anticiper quoi. C'est complètement impossible de l'anticiper quoi. Ouais, grave. Et alors du coup, j'avais une autre question en rebambinant. Waouh. Waouh. En rebobinant. Ok, ça marche. Rembobine. Non, tu parlais beaucoup de l'âme d'enfant tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous apporte, selon vous, au quotidien, au-delà de la scène et des caméras? Comment le métier d'acteur vous apporte au quotidien? Déjà une forme d'ouverture d'esprit complètement dingue. En fait, quand on se force, entre guillemets, parce qu'on se force pas, parce qu'on aime faire ça, mais quand on se force à rester un enfant, ce qui est fou avec un enfant, c'est qu'il emmagasine tout, c'est une éponge. Il veut tout savoir, il veut tout connaître, il voit un truc, faut le toucher, il voit un autre truc, faut le manger. Enfin, et en essayant de forcer à garder son âme d'enfant, de garder tout ce truc-là et d'être toujours dans cette recherche-là, bah, finalement, il y a un côté où tu vas rechercher. Moi, ce que ça m'apporte, c'est que je vais rechercher toujours plus pour savoir toujours ce qui se passe partout, dans tous les milieux, pour être au courant de tout, pour emmagasiner un maximum de culture, d'informations, que ce soit sur ce domaine-là ou d'autres domaines qui d'un seul coup pourraient me passionner sans aucune raison, parce que comme un enfant, bah, tu te passionnes pour un truc qui n'a aucun rapport avec ce que tu te passionnais avant. C'est comme les documentaires qu'on regarde à 5h du matin quand on rentre de soirée sur Arte pour se coucher. Bah, moi, ça m'endort pas. Genre, je regarde le documentaire, ça me donne juste envie de me dire je crois que je vais devenir pêcheur, maman. Vraiment. Et c'est vraiment genre, c'est vraiment ça aussi que ça t'apporte, c'est que ça te permet de rester complètement ouvert sur le monde qui t'entoure et aussi sur les gens qui t'entourent, parce que c'est un métier qui est très difficile humainement pour plein de raisons, parce qu'on va chercher on donne toujours un peu de nous-mêmes, peu importe ce qui se passe, et du coup, il y a toujours ce côté-là où on expose un peu qui on est. Et le faire en essayant justement de s'ouvrir à un maximum de choses que tes partenaires de jeu ou les gens avec qui tu travailles, que ce soit réalisateur, metteur en scène, costumier, maquilleur, n'importe quoi, de s'ouvrir à ce que eux ils peuvent t'apporter dans qui tu es, c'est complètement dingue. Et vu que c'est un milieu qui touche à tellement de corps de métier, mais tellement de corps de métier, il y a aucune limite, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, et il y a vraiment très 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 peu de limites. Il y a tous les corps de métier. Enfin, faut pas oublier qu'Harrison Ford, il était charpentier, hein. Mais il y a vraiment tous les corps de métier qui y sont représentés.
Et donc on rencontre tellement de gens complètement dingues et qui viennent de milieux tellement différents, de milieux sociaux, de milieux culturels, de milieux ne serait-ce que même de pays différents. Et c'est complètement dingue de pouvoir s'enrichir de ça chaque jour où tu travailles, quoi. Il a tout dit. Est-ce que ça vous permet de manipuler les gens ? Je sais pas. Avez-vous déjà manipulé des gens ? C'est un interrogatoire désormais. Est-ce que effectivement, c'est vrai ça, est-ce que ça permet de mieux mentir? Alors, ça, De mieux mentir, ou après sur un truc plus sympa, on va dire. Juste être plus à l'aise, tu construis ton rapport aux autres différemment. J'imagine que ouais. t'exposer quand tu es en cours, par exemple, et que pour la première fois, tu dois jouer à nu devant tout le monde, j'imagine que ça change complètement aussi ta perception de toi-même, de ce que tu es capable de faire. Bon, j'imagine, en fait, parce que moi, vraiment, je suis très, très loin du métier d'acteur. Alors, je sais que je vais probablement devoir en diriger un jour. Ouais. Mais Bon courage. ouais. Ouais. Bah non, mais c'est pour ça, je sens encore qu'il y a une espèce de distance. Je sais pas si elle est d'ailleurs bénéfique ou non. Peut-être que vous pourrez en parler après. Mais je sens, par exemple, quand je traîne avec des acteurs, et en l'occurrence, j'ai beaucoup de potes acteurs. Énorme cette phrase. Ils ont. J'ai beaucoup de potes acteurs. Non, mais certes, j'ai plus de potes connais acteurs Pierre que Ninet d'autres. Ah, cette question. Cette question. Pierre Ninet de la comédie française. Pierre Ninet, mon meilleur pote. Non, mais que vous avez tout de suite une manière de fusionner aussi qu'on n'a pas du tout entre Técos, par exemple. Et ça, avec Mathis, ça a été un gros truc les premières années. C'est que lui, tout de suite, il y a eu beaucoup de soirées, tout le monde s'entendait bien. Puis ils étaient hyper extravertis. Et alors que nous, de notre côté, c'était un peu plus lent et compliqué. J'ai beaucoup parlé, Ouais. à vous. Non, mais ça je suis d'accord. Mais en fait, tout simplement, je pense que ça t'apporte un minimum quand même de sociabilité. Enfin, t'as envie d'échanger avec les gens, quoi. Enfin, même encore plus si tu sais qu'ils sont comme toi ou ils font le même métier, tu vois. C'est vrai que ça t'apporte une liberté parce que justement, dans ce métier, t'es libre, ou en tout cas, tu te sens libre. Moi, c'est ce que j'aspire, en tout cas, pour ce métier, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait, je me rééduque. J'ai l'impression, en fait, beaucoup avec ce métier. C'est que je déconstruis pas mal de choses que j'ai pu apprendre avec ma famille. Et j'apprends j'apprends à être libre sur pas mal de choses. Ça t'apprend à avoir une ouverture d'esprit énorme, comme tu disais, Charles, euh, dans toutes les cases, quoi. Que ce soit politiquement parlant, socialement parlant, il y a de tout, en fait, quand tu es acteur. Et je je pense que tu jouerais très différemment si tu étais limité sur ça mentalement, enfin moralement, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, c'est mon avis sur ça. Ouais, l'ouverture d'esprit, je suis très d'accord. C'est un métier qui ouvre l'esprit. Après, tu vois, ce truc d'être extraverti, etc. Moi, j'ai toujours été introvertie, je le suis toujours. Et je pense pas qu'un acteur est forcément extraverti dans la vie et vice-versa. Et c'est pas parce que tu es extraverti que tu serais un bon acteur. Je pense que, voilà, ça n'a pas forcément à voir. Après, c'est vrai que souvent, les acteurs que je côtoie, c'est des gens qui parlent très fort et qui sont à fond tout le temps. Mais je pense qu'il y a une C'est pas qu'un forme... cliché. C'est vrai, effectivement. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, tu peux être introverti et être acteur. Je pense qu'il y a aussi un truc de... Comment dire, d'accomplissement. Je pense que les métiers d'artiste, en général, je dis pas que les autres métiers, c'est pas le cas, mais les métiers d'artiste, c'est un métier de surpassement de soi. Et moi, je sais que ça m'a pas rendu plus sociable, forcément. Par contre, ça m'a donné énormément confiance en moi. Parce que c'est par rapport à des accomplissements, à de l'épanouissement personnel. Tu fais ce que t'aimes, donc t'es heureux, donc tu vas rayonner, donc tu vas être bien avec les gens, donc tu vas pas être frustré. Puis il y a aussi ce truc de... moi, j'ai fait mon premier spectacle devant des gens. Tu te sens déjà un peu plus fort. J'ai appris un texte en 1 heure et je l'ai fait et ça s'est trop bien passé. Tu te sens déjà encore un peu plus fort, tu vois. Et il y a ce truc où tes accomplissements tout seul et avec les gens, je pense que c'est un métier
de groupe, mais c'est aussi un métier où tu es beaucoup tout seul. Donc, tout seul ou avec les gens, ces accomplissements, ils te rendent fort, en fait. Et ils te donnent une certaine confiance en toi, sans forcément te rendre plus sociable et plus extraverti. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Bah, après, du coup, tu as aussi l'air de dire que c'est un truc qui est très intime. C'est une construction que tu fais toi par rapport à toi-même, pour toi-même. Et là, tu viens de présenter le truc sous forme de cercle vertueux. Mais j'imagine que ça peut aussi être une spirale. Bah, alors ça, c'est tous les métiers artistiques. Mais c'est une spirale sans fond. Le tout est pas tomber dans une sorte d'ego où tu te bouffes dans ce bonheur de soi. Putain, je suis trop fort, j'arrive à tout. Le tout est de pas rentrer dans justement ce cercle vicieux-là de l'ego et de se dire à chaque fois que ce que tu fais, c'est très bien pour toi parce que ça te permet de grandir et de t'enrichir, mais que ça doit pas non plus en pâtir avec ta relation avec les autres et que tu dois pas non plus écraser les gens à côté en étant là en mode putain, ce que je fais, c'est génial. Mais là, tu parles d'ego, mais après, il y a aussi le truc où juste... j'imagine que ça doit être dur et vous avez dû en voir partir aussi un certain nombre d'acteurs au fur et à mesure des années de cours Florent parce que les gens se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, parce que tu te dévoiles et si ça ne fonctionne pas, je pense que ça peut-être casse à un endroit où... en fait, le truc, c'est que je pense qu'on est tous, enfin, je sais pas toi non plus, Mathis et Charles, mais c'est un métier, une formation où il y a plein de fois où ça va pas marcher en fait, et tu vas rentrer chez toi et c'est horrible. Enfin, tu te sens vraiment pas bien pendant une semaine ou deux. Et en fait, le but, c'est de se relever, de persister, et quand on a vraiment envie. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'ego. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est qu'en fait, il faut pas le faire pour soi en tant que personne, mais il faut le faire pour soi d'une manière artistique, tu sais, une chose qui te dépasse, où toi, au-delà de ton corps et de ton esprit, t'as des choses que t'as envie de défendre, t'as des choses dont t'as envie de parler, et c'est ça l'accomplissement personnel. C'est, je sais pas moi, aujourd'hui j'ai joué une pièce qui parle de ça, ou aujourd'hui j'ai défendu l'art en fait, et il y a ce truc d'accomplissement personnel, j'ai un peu contribué à cette force supérieure, tu sais, qui est l'art en fait, qu'on défend tous. Oui, complètement. Et puis pour revenir sur le côté justement des gens ou des moments où ça marche pas, j'avais un de mes profs en première année au cours Florent qui arrêtait pas de nous dire plantez-vous, je vous en supplie, mais plantez-vous. Ouais. Et c'est la meilleure chose. Et je vais faire vraiment une citation, mais éclatée au sol. C'est-à-dire que je vais citer un film qui s'appelle Le Manoir hanté et les 999 fantômes, qui est quand même un film Disney de la fin des années 90 avec Eddie Murphy, dans lequel il y a des têtes en pierre qui chantent du barbershop. Vraiment, vous voyez ce truc. Et dedans, il y a une tête dans une boule de cristal qui dit on essaie, on échoue, on essaie, on échoue, mais le seul véritable échec, c'est d'arrêter d'essayer. Bien sûr. Et c'est littéralement ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Une belle citation tirée d'un film peu approprié. Vraiment. Non, en vrai, il est bien, ce film. Il est bien. Mais en vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. On n'arrête pas de nous dire à Florent, ou je pense qu'en vrai, dans toutes les écoles, d'échouer, de faire, vraiment rater, quoi. Enfin, vous êtes là pour... le résultat, ce sera le jour de la représentation. Ce sera le jour du film, ce sera le jour de... Voilà. Et encore que, si ça se plante, ça se plante, c'est pas grave. Et voilà. Mais c'est pas un métier où tu cherches à... En fait, si, justement, c'est un métier où tu cherches tout le temps. Faut douter, faut toujours douter. T'as jamais, faut jamais hésiter à douter. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce métier aussi, c'est ce qui m'a attiré, c'est que t'as jamais un truc d'acquis. Tu vas arriver à 80 piges avec plus de 40 ans de carrière, t'auras pas acquis encore un truc. T'auras encore des choses à chercher, t'auras encore, avec ton expérience, à trouver des nouvelles choses en toi, à fouiller, et c'est ça qui est ouf, quoi, parce que c'est illimité. Ouais, et puis je pense qu'il y a ce truc aussi, pour moi, un bon acteur... après, j'en sais pas grand-chose, mais pour moi, un bon acteur, c'est celui qui a de l'autodérision et qui se prend pas au sérieux. C'est super important, c'est une énorme qualité, je trouve, pour être acteur. Et pour acquérir de l'autodérision et pour ne pas se prendre au sérieux, faut se prendre des murs dans la gueule, ça c'est sûr et certain. Faut se prendre des gros bides, faut faire des représentations nulles. Devant trois personnes qui ne rigolent pas, alors que c'est une comédie. Exactement. Ça sent pas le vécu. C'est là où la citation vraiment a tout son sens. Le ridicule ne tue pas.
bah l'acteur vraiment connaît cette phrase parce Sinon, que je pense qu'on serait tous les trois morts depuis très longtemps. Vraiment. Ça, c'est sûr. depuis très très longtemps, mais ouais. Et au contraire, là, en l'occurrence, c'est pas le ridicule ne tue pas, il rend plus fort. Nous, c'est même pas qu'il rend plus fort. C'est genre que si on l'a pas à un moment, genre juste on n'est pas acteur. Complètement. Ouais, on travaille pas quoi. On a besoin aussi de jouer avec ce ridicule, d'apprendre à manier nos échecs, d'apprendre à connaître comment analyser nos échecs pour pouvoir avancer. Mais comme en réalité dans la plupart des corps de métier, on avance en échouant. Dans la vie, Dans en la fait, vie dans la en vie général, personnelle. on avance en échouant. Et c'est juste que dans le métier d'acteur, bah, c'est Ça va tout le temps quoi. c'est souvent. Et d'artistes en général, je Et pense. d'artistes en Je pense que général, les musiciens, les danseurs aussi, ça doit leur arriver. Ah oui, Pas oui, mal. oui. Je pense que c'est Et les réalisateurs. je pense que c'est leur du bol. Du bol. J'ai envie de mettre Allez, un oui, petit j'avoue, truc ça de fait bol. très longtemps qu'on parle. Attention. Bon, après, vous aurez Non, mais après, compris que moi, j'aime bien, questions, j'aime bien. Attention. les questions ne sont qu'uniquement, c'est pour les spectateurs, c'est Les auditeurs. habitués à l'audiovisuel. Les auditeurs, oui, non, c'est juste pour que ça dirige les conversations, mais en soi, on n'est pas. Obligé, oui. C'est juste, je vais voir si on a une anecdote. Vas-y, Mm. ASMR. Ça part en ASMR. Pour être honnête, je kiffe l'ASMR, mais là c'est horrible. Ah non. Le dauphin. Allez. T'aimes bien tout type d'ASMR? Genre les ASMR avec les gens qui mangent, t'aimes bien? De plus en plus. Oh là j'avoue. là. Moi j'aime bien juste les filles qui ont des ongles longs et qui grattent sur des trucs. Oui, non, Ça, je suis c'est d'accord. vraiment En vrai, le mon ASMR préféré, c'est tu sais, le tapping, Ouais. les voix un peu, voilà. Ah, moi, je peux pas. mais Les je- massages aussi. mais oui, Ouais. oui. Ah, mais moi, par je peux contre, pas, je peux tellement pas. Non, mais je la... vous jure. non, non, mais c'est franchement, incroyable. franchement, je comprends. Mais par contre, effectivement, tu sais, je commence un peu à regarder. Tu sais, des fois, mon péché mignon, c'est de mettre un petit truc de poulet. Tu sais. Mais en- Oh, putain, non, mais Alors, ça, je qui comprends crie pas. si je peux pas, je peux pas avec la SMR, mais honnêtement, je pense que j'adorerais en faire. Ouais, Non, ouais, grave. bah oui. Avec une Je petite comprends voix toutes les personnes qui en font. suave, Comme ça, tu vas chercher dans les graves. Ouais. Bref, je crois que j'ai cette référence. Ok, c'est une anecdote, du coup, c'est pas une question. une anecdote. DiCaprio dans Django, Ouais. Ah. où il s'est pété la main avec Non. un verre dans une scène. Alors, Très ça, bonne anecdote. Tu Mais peux c'est- la raconter, mais c'est pas Tu ça. peux la dans ce raconter, mais film. c'est pas C'est celle-là. pas Si, c'est dans celle-ci. Ah, c'est dans ce film, Dans ouais. Django où DiCaprio, à un moment, s'énerve en expliquant la différence entre un crâne d'une personne de couleur noire et un crâne d'une personne de couleur blanche, autre époque, autre mœurs. Et il s'énerve. Django, très bon film d'ailleurs. Très très bon film, Oui. Tarantino. Et où il s'énerve et il a un verre qui est posé sur la table et il tape très fort sur sa main avec la table, ce qui n'était pas prévu. Et il tape sur le verre et il s'ouvre complètement la main, mais réellement. Et il finit toute la scène avec la main complètement ouverte qui pisse le sang et la scène a été gardée. Et le mec flanche pas, quoi. Et il a Juste- eu je sais plus combien de points de suture après parce qu'il avait Ouais, mal, c'est un truc évidemment, de parce fou. que ça fait mal. Ouais, bah ouais. Mec, mais ouais, regardez cette Il y a scène, plein- il y a- au il y a- moins il y ce a- film. ouais, les scènes comme ça, il y a la scène dans Le Seigneur des Anneaux où Viggo Ouais. Mortensen shoot dans le casque, Ouais. d'un Il s'est cassé urukai en l'orteil. pensant que c'est en plastique et où il se pète l'orteil et il crie et il fait vraiment un ah comme ça, mais il crie vraiment de douleur. Ou Charlie Sheen au début d'Apocalypse Now, Tellement de quand il films. pète le miroir avec sa main et qui se retrouve dans ses draps blancs dans l'hôtel avec les draps qui pissent le sang parce qu'il s'est ouvert la main, c'est pareil. Mais du coup, c'est pas ça l'anecdote. bah, pour revenir du coup vite fait un peu d'acteur, c'est l'échec qui fait les belles choses. Oui. Tu vois, c'est L'accident, l'accident, Ouais. c'est l'impro, tu vois, ça, Ouais. c'est un truc qui n'était pas prévu, Ouais. mais ça fonctionne, quoi. Bah C'est oui. ça Bah, qui bien fait sûr. fonctionner le truc, quoi. On n'est pas sur de l'échec, là, si je puis me C'est un permettre. échec, Oui. c'est un C'est un échec. Bah, en fait, c'est plus un accident, une surprise. Ouais. C'est Mais différent. un accident est un échec. Alors, La ça- compétition avant tout. Alors ça dépend parce que dans The Crow, je suis pas sûr que tu vois l'échec, il était énorme. J'ai pas la ref. The Crow, c'est le décès de Brandon Lee qui se prend une balle alors que c'était censé être une balle. Ah oui, blanche. oui, Ah. non, oui, cette ref là. Waouh. Pour le Ah, coup, non c'est plus. moins. Je pense que Ouais. c'est moins. Ah oui, Allez. d'accord, ok. Très sombre. Allez, on va Ouais. prendre Yes. l'anecdote. Alors, DiCaprio dans Django. du coup, je vais te la. Attends. Mais attends, est-ce Je qu'on te la essaie donne pas de deviner ce que ça pourrait être Ah, comme moi, anecdote aucune du idée. coup parce, Alors. que, Aucune idée. parce que moi j'étais persuadé que c'était ça avec le verre du coup, mais est-ce qu'on peut avoir un indice? L'anecdote est beaucoup plus terre à terre déjà. Ouais. Ok. C'est pas du tout artistique. Ah d'accord, ok. Ah, d'accord. Ouais. Attends. Et j'en ai aucune idée. Moi non plus. Alors, Oh mince.
Micro, désolé. Pas de souci. Problème de micro. D'accord, mais dans ces cas-là, alors je vais lire l'anecdote, mais est-ce que tu as le montant? Parce que c'est le plus haut salaire de Leonardo DiCaprio était pour Django Unchained il y a 16 ans. Oh, waouh. Alors en l'occurrence, Mathis a regardé. DiCaprio joue pas dans énormément de films en vrai, mais généralement il prend autour de 20 millions de dollars par film. Et celui-là étant le dernier, il avait visiblement accepté de réduire un petit peu sur Il était une fois Hollywood. Il avait pris que 15. Oh, le Et pauvre. Ouais, c'est chaud. Vraiment, je comprends, vraiment. pour payer les impôts, enfin, tout ça. 8 maisons, enfin tu vois, C'est un peu les compliqué. servants, c'est compliqué. Tu sais, il doit payer la Freebox et tout. Abonnement free à 10 €. Attends, moi je me pose la Complètement question, ça fait combien de pasta box, sans déconner? Et du coup, il a pris combien? On a Sur pris Django, 20 il a millions, pris du coup. 20. 20 millions, d'accord, ok. vache. Ouais. Ouais, mais ça, Mais- apparemment, c'était son plus haut. Plus le salaire. Voilà. Et alors C'est moi, du coup, énorme. j'avais une question pour rebondir là-dessus, qui est pareillement terre à terre. Déjà, à quel point c'est énorme et peu probable de gagner ce genre de montant dans le cinéma? Parce que là, l'idée, c'est vraiment de Ça, parler à c'est- des gens qui démarrent, qui peut-être se posent des questions sur les différents métiers du cinéma. À quel point c'est rare ce genre de montant et comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant qu'acteur? Alors c'est rare, c'est 1 sur 5 milliards. Vraiment, genre Ah, attends, quoi? Vraiment? Ah bon? Non mais personne ne gagne 20 millions d'euros. Non, mais sur un film. moi, Mathis. non, mais moi, on m'avait pas dit en fait. Je vais faire un autre métier. Moi, j'ai pris exemple. J'ai pris exemple sur ça. Enfin, je veux dire, comment. Écoute Mathis, c'est pas parce que là, pour ce podcast, t'as décidé de nous payer 20 millions qu'on gagne comme ça tous les jours. 20 Ah, millions. ok! Ah oui. Ça marche pas comme ça. Ok, Vraiment, d'accord. Ok, Putain, c'est pardon. ça qui explique le trou dans la trésorerie, tu m'as pas dit, bâtard. On en parle pas. Non, plus sérieusement. Je vous ferai un Lydia. Je suis pas sûr qu'il passe le Lydia à 20 millions. Tu vois. Même Mais, le virement, frère. Mais non, gagner sa vie en tant qu'acteur, alors c'est comme n'importe quel autre métier, c'est des contrats qui peuvent être, qui sont des contrats le plus souvent des contrats, ce qu'on appelle d'intermittence. Le principe de l'intermittence est assez simple, ça se base en cachets, ce qu'on appelle des cachets qui font office de un cachet est égal à 12 heures de travail et Pour les acteurs. pour les acteurs. Parce que c'est pas le cas pour les techniciens, c'est un autre régime, je sais plus comment ça s'appelle, il y a les deux régimes, enfin bref. C'est toujours de l'intermittence, Oui, voilà. mais ça voilà. rentre pas exactement les mêmes cases, mais c'est le même principe. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un cachet égale 12 heures et il te faut 43 cachets en un an, c'est-à-dire un total de 507 heures pour avoir ton intermittence. Ça, c'est la base. Et l'intermittence, ça consiste en une certaine somme d'argent versée tous les mois. Voilà, Ouais, et en gros, c'est le chômage, c'est Pôle emploi qui gère l'intermittence. en gros, on est chômeur, c'est-à-dire notre statut en tant qu'intermittent C'est du vraiment spectacle. ça. Non, mais réellement, en tant C'est vraiment qu'intermittent ça, du ouais. spectacle, notre statut, c'est chômeur. Voilà, on touche les aides de Pôle emploi de manière avec l'intermittence du spectacle. On cotise pendant un an sur notre intermittence pour avoir nos 507 heures / 43 cachets, ou évidemment plus. Et à partir de ce moment-là, on gagne pendant l'année suivante en fonction de ce qu'on a cotisé pendant l'année d'avant, l'année précédente. Ce qui nous permet de, en plus de gagner notre argent sur les représentations, mais ayant quand même une situation qui est considérée comme plus ou moins précaire. Après, chacun travaille à son rythme, dans le sens où c'est un métier qui n'est pas un métier sûr. C'est-à-dire qu'on peut avoir du travail pendant 1 mois, puis après ne plus en avoir pendant 6 mois. C'est un métier qui est comme ça, qui n'a pas de sûreté de l'emploi. Et c'est souvent des contrats qui vont durer entre 1 et 6 mois. On va rarement avoir des contrats beaucoup plus longs. Et en gros, ça nous permet de gagner de l'argent sur les mois où on ne travaille pas. Pour dire ça de façon très très claire. Très très simple. Franchement, Très bien Ouais, clair. expliqué. Bien, ouais. Bah, déjà, on part sur des trucs qui sont tout de suite un peu plus techniques Ouais. pour les auditeurs, puisque c'est le premier podcast qu'on enregistre comme ça. Je serais curieux de savoir si déjà ça vous intéresse qu'on aborde les différents statuts qui existent dans le cinéma au fur et à mesure des gens qu'on rencontre, parce que du coup, il y a plein de statuts et c'est très complexe à comprendre, mais savoir si c'est déjà trop poussé ou voilà, est-ce qu'on reste un peu à la surface ou est-ce qu'on rentre carrément dedans parce que les gens qui nous écoutent savent déjà un peu les bases. Voilà, vous pouvez peut-être nous envoyer des messages sur les réseaux. ouais.
Bien joué. Et d'ailleurs, les réseaux sont arrobase @cpeprod. Donc ça part en prod, cpeprod sur Facebook et Instagram. On n'a pas Facebook. On n'a pas Facebook ? Ok, c'est sur Instagram. Instagram, peut-être Twitter. Ça Bon, sera je sais pas, on coupé au verra. montage. On verra, Recherchez. mais on si vous mettra trouvez, tant mieux. sur la Ça description. sera coupé au montage, sinon. Ouais. Jeanne, petit papier. Petit papier, c'est bon? Bah, vous faites comme tu veux, c'est à toi, c'est votre bol. Je voulais dire en fait des liens. Attention. C'est une question. Ah, Et la intéressant. question, c'est vous vous sentez artiste? Ah, je suis trop content. Oh, oh my god. Est-ce que vous vous sentez artiste ? Alors ça c'est ma question, je pense. Je me rappelle. Et je suis trop content qu'on tombe sur cette question parce que c'est une question que je me pose, je pense, tous les jours. Moi personnellement, et je me dis est-ce que je me sens artiste ? Est-ce qu'il faut avoir une légitimité d'être artiste ? Est-ce que si tu dis que t'es artiste, est-ce qu'il faut être payé pour être artiste ? Voilà, c'est toutes les questions que je me pose. Est-ce que à tu moi. dois être à l'initiative des projets? Parce que aussi, Ouais. généralement, quand tu es acteur, tu suis l'art de quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce qu'il faut créer obligatoirement pour être artiste ? Voilà, c'est toutes les questions que je me pose et du coup, je vais vous la poser pour que vous me rassuriez. Vous êtes mes psys. Mais c'est très très dur comme question parce C'est que tu sais, super des fois dur. je me dis tout le monde peut être artiste, genre tout le monde qui s'imagine un petit truc dans sa tête pendant 5 secondes dans la rue, je sais pas, une caissière ou n'importe qui, tu vois, peut être artiste en fait. Donc c'est très dur de répondre. Après, je pense que le métier d'acteur est un métier où on est artiste. Et je pense que c'est à partir du moment où on crée. Mais où on crée, tu sais, dans les actes. Enfin, où on met en œuvre nos créations. T'as un truc dans ta tête, tu l'écris. Là, ça prend une forme artistique, dramaturgique, tu vois. Où tu le mets en scène, où tu l'interprètes. Et c'est vrai que pour l'acteur, la question peut se poser un peu plus parce que c'est pas comme un réalisateur ou un artiste peintre où vraiment il y a quelque chose de visuel, d'esthétique. L'acteur, c'est très différent. Mais pour moi, l'acteur est également à l'initiative de la partie artistique d'un projet parce qu'il crée, et en fait il crée, et son outil de création, c'est pas une toile ou une vidéo, c'est son corps, quoi, et sa voix, et sa personne, en fait. Et avec ces outils-là, tu crées de l'art, parce que tu donnes vie à un personnage et tu contribues à une histoire, etc., quoi. Mais c'est une super bonne question, et j'avoue que moi-même, je me la pose, donc c'est une réponse... J'ai juste transmis les pensées qui me passent par la tête, mais je pense pas avoir la réponse à cette question. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que du coup, toi, là, maintenant, tout de suite, tu te considérais comme artiste ? Bah, je pense qu'il y a des jours oui, il y a des jours non, en fait. Ok. Tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a des moments où tu vas être dans un truc et tu vas te dire ok, là, peut-être je fais de l'art. Mais t'en es jamais vraiment sûr, en fait. En fait, il y a tellement pas de définition de ce que c'est que l'art. C'est-à-dire, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Je peux d'un seul coup taper sur ma jambe et dire que c'est la musique du siècle, tu vois, et dire que je viens de faire de l'art. Enfin, il y a tellement pas de définition de ça et c'est tellement permissif. Il y a eu tout et rien dans l'art au fil des siècles. Quand Malevich fait carré blanc sur fond blanc, est-ce que c'est plus ou moins de l'art que quand Delaroche fait La Jeune Martyre ou que quand Beethoven compose la 7e? Enfin, où commence l'art, où se termine l'art? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a une fin? Et vu que techniquement, on ne peut pas savoir où ça commence et où ça termine en termes de définition de ce que ça peut être, se considérer comme artiste, c'est dans une forme, dans une certaine forme, accepter qu'il puisse y avoir des barrières à ce qu'est le fait d'être artiste. Après, aux yeux de la loi française actuellement, je suis artiste. C'est-à-dire mon métier, c'est artiste. Je suis comédien, je suis auteur, enregistré, SACD, tout ça. Enfin, donc, je suis compositeur à la SACEM. Je suis artiste. C'est-à-dire que sur des papiers officiels, je vais être artiste. Et ça psychologiquement, je trouve que ça change vraiment la donne. Le jour où tu reçois un premier complètement. papier où il y a écrit ton titre et qui a écrit que tu es artiste, c'est une remise en question. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai été inscrit à mon agence, tu vois. À mon agence de comédien. J'ai dû signer mon contrat et il était marqué l'artiste reconnaît que dans tout le contrat.
Ça fait longtemps, ça, t'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée, en fait, quand... Il frimait, ce bâtard. Non, mais en fait, non, mais ça m'a... Non, mais surtout, genre, oui, j'en rigolais, mais justement, j'en rigolais parce que j'y croyais pas, tu vois. C'est très bizarre de recevoir un contrat où il marquait l'artiste, et je suis là, moi, je suis au lycée, tous les matins, je me réveille à 8h pour aller en français. En cours de français, je suis pas artiste, non, tu vois, et c'est assez étrange. Il y a aussi beaucoup, en France, on est très comme ça, c'est que on est considéré du coup comme artiste, et du coup c'est ce que je veux dire, à partir du moment où on est payé pour ça, tu vois. Et est-ce que c'est véridique, est-ce que c'est une vérité absolue? Je pense personnellement que non, Non. en fait. Bah, les mecs qui font des graffitis dans la rue, ils sont pas payés pour ça, tu vois. Pourtant, Ouais. c'est de l'art. Mais je pense que du coup, je réfléchissais et je me dis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux spectateurs, c'est le cas pour le théâtre, mais par rapport aux autres, en fait, aux gens qui vont voir notre art, est-ce que c'est pas ça aussi qui nous fait artistes? C'est quand on le rend accessible aux autres. Parce que Ouais, par je pense exemple, que c'est ça, Deschamps, comment elle s'appelle son œuvre d'art? C'est une cuvette. L'urinoir de Ouais, Duchamp. L'urinoir, De Duchamp. ouais. Oups, j'ai confondu avec Didier Pas de Deschamps, c'est pas la même personne. Non, l'urinoir de Duchamp, mon urinoir à moi, dans ma salle de bain, j'en ai pas, mais si j'avais un urinoir, ce serait pas une œuvre d'art. Lui, il l'a prise et il l'a mise en exposition, tu vois. Il l'a mise pour que les autres le voient. Là, c'est devenu de l'art, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ce Il y a côté-là cette de se dire... dimension. Là, on part dans un truc très méta, mais c'est ce côté-là de se dire que l'artiste, c'est la personne qui veut montrer quelque chose dans l'idée, qui veut extérioriser Ouais. quelque chose, montrer quelque chose à quelqu'un. Mais en même temps, dans ces cas-là, tout peut être de l'art. C'est-à-dire, je vais partir encore plus méta, mais dans ces cas-là, tous les je t'aime que les gens peuvent dire à quelqu'un, c'est de l'art. Bah ouais, carrément, je suis totalement Non, mais d'accord. c'est vrai. Ouais, là, on parle. Non, mais voilà. Mais il y a un côté, là vraiment sur le podcast, tout le monde va se dire, putain, les acteurs, c'est vraiment c'est Mais non, qui mais- ces mecs? Il faut qu'il y ait une volonté derrière, je pense. Faut Là, qu'il y ait la vraiment, volonté. il nous imagine vraiment en train de parler du fait que Godard est décédé 2 heures avant le truc, en train de pleurer comme ça avec une larme sur la joue en disant putain, après Varda, maintenant Godard, avec un cigarillo posé entre nos deux doigts On ne comme fume ça. pas en même temps de parler, là, si je puis Non, me permettre pour les auditeurs. Non. On boit de l'eau. Parce que... C'est vrai. Mais C'est vrai, en plus. après, moi, je mettrais quand même une distinction. Alors, c'est peut-être un peu égocentrique, mais entre le cinéma et je rajouterais peut-être le jeu vidéo par rapport aux autres arts, qui sont pratiquement tous des arts qu'on peut faire par soi-même. Le cinéma, c'est tellement complexe, c'est tellement un ensemble de métiers. C'est-à-dire qu'il y a tellement... Comment dire? Tu fais une peinture dans ta chambre, tu l'exposes, tu la montres au public, tu peux dire que c'est de l'art. Pour moi, je n'arrive pas à considérer tous les étudiants et les jeunes qui s'essayent à réaliser des courts-métrages comme des réalisateurs. Enfin, c'est un peu difficile effectivement à définir, mais c'est-à-dire que c'est un geste artistique, mais on peut pas... Je sais pas, il y a un terme noble dans le... Oui, mais dans le mot artiste, quoi. le terme noble de l'artiste, pourquoi il est devenu justement une forme de noblesse? À la base, par exemple, on prend le théâtre. Le théâtre, ça a toujours été... Enfin, là, je vais vraiment dire des mots qu'il ne faut pas dire, mais ça a toujours été un art bourgeois, fait par les bourgeois pour les bourgeois, dans l'idée de base de la chose. Et pourtant, ça a toujours eu comme but, les gens qui faisaient du théâtre, d'être un art populaire. Oui. C'est-à-dire, ça a toujours eu, je veux dire, cote au-dessus du théâtre de Shakespeare, il y a marqué Theatro Mundi, théâtre du monde. Ça veut dire quelque chose, c'est populaire. Le but, c'est que ça parle au monde entier. Et l'art, en fait, dans sa généralité, tu vois, quand tu dis que c'est jeunes, je dis petit pour dire jeune, c'est fatigant ça, Charles, c'est pas ouf. Non, ces jeunes qui sont du coup en école de cinéma ou même qui sont dans leur chambre et qui prennent un petit Canon 5D qu'ils ont piqué à leurs parents juste pour réaliser un mini court-métrage dans la forêt qu'ils ont à côté de chez eux, tu vois, en mode projet Blair Witch, et où tu te dis, effectivement, peut-être que comme tu dis, c'était une démarche artistique, que c'est une démarche artistique, mais que ça ne fait pas de eux des réalisateurs. Mais en même temps, je pense que un Tarantino, il a fait ça, tu vois.
Mais Il a après, appris des trucs comme ça. Et je pense qu'une personne qui est réalisateur comme Tarantino, il est depuis la naissance, en fait. C'est-à-dire, je pense que ce côté-là de... Ouais, mais du de coup, vocation. on revient aux questions de tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une supériorité artistique de Tarantino sur un étudiant Non, mais parce il y a une qu'ils ont- partie de moi qui me dit non et une ils autre ont la partie de même moi qui me dit- vocation. Ouais, c'est sûr. Mais Ils ont parce la que- même vocation. et après, c'est je tout. parle aussi à un niveau très personnel j'ai été ce gamin qui prenait un Canon à ses parents pour faire des vidéos. Canon, c'est déjà très bien hein, pour les Ouais, parents. vraiment, mais, vraiment. moi, je prenais un caméscope ou. J'ai jamais touché un 5D de ma vie. Vraiment, mais je me sentais pas artiste et je me sens pas encore complètement artiste, mais je sens que je tends à le devenir. Je prie fort pour, mais je ne me sens pas artiste parce que j'ai tenté de faire ces courts-métrages et ces petites vidéos YouTube. Moi, mais pour rebondir là-dessus, en fait, sur le fait de se sentir artiste, qui était la question du coup de base, est-ce que vous êtes artiste entre guillemets je pense qu'en fait, être artiste, c'est accepter le fait que toute notre vie, on cherchera à le devenir. C'est un peu Wow. compliqué, c'est un peu non, mais méta. non, je suis Mais- d'accord avec toi. Ouais. Mais ce côté-là de se dire qu'on a toujours envie d'être l'artiste dont on rêve. On a tous un rêve de l'artiste qu'on voudrait être, qui peut parfois être un tout petit rêve. Hein. Parfois, ça peut être juste le rêve de d'être dans la rue et de faire un graffiti sympa, tu vois. Et on peut tous avoir ce rêve-là. Et je pense qu'honnêtement, ce qui est beau avec ce métier, et ce qui est dingue avec ce métier, et ce qui est le paradoxe de ce métier, c'est qu'on va prendre un immense plaisir à ne jamais réaliser ce rêve. Waouh. Waouh. Wow. Ah, Je pars vraiment méta. Non, hein. mais en vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est- mais non, ce que c'est vrai. j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, Charles, quand il parle, il a les intonations et la voix Il a la posée voix comme comme ça. ça. Et Très ça, belle ça voix. rend tout, Merci ça rend beaucoup. tout très beau. Ouais, je suis d'accord. Merci Non, moi, beaucoup. moi, je. Matisse, il a une voix un peu moins belle. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que Mathis, on ne l'aime pas. En fait. Lequel Vous du pouvez coup skipper. Ah ouais, non, juste pour terminer sur cette question, moi, du coup, souvent, je me dis, en tout cas, je pense que c'est très personnel, ça, comme avis, mais je me dis que je pense ne jamais être artiste, mais c'est les gens qui vont le dire pour moi que je le serai. C'est-à-dire Ouais. que moi, pour moi, tu dis d'un artiste qu'il est artiste, mais lui, il se le dira jamais. Pour moi, c'est ça. Après, ouais, c'est très, très. Je sais que des gens ne seront pas d'accord, mais pour moi, c'est ça. Et j'espère en tout cas garder cette pensée-là, parce que je pense que c'est une forme d'humilité aussi pour l'artiste. Il y a plein, il faut avancer, c'est vrai. Mais il y a- Ouais, il y a mais ce que j'allais plein- dire, là vraiment, j'ai envie de parler Vraiment, de plein de choses. vraiment, J'en ouais, parlais c'est- pendant ouais, 3 heures ouais, avec vous. Ça pourrait Et durer je pense vraiment que 8 on heures. pourrait juste faire sur ce un jour débat-là, le métier d'acteur 2. où il n'y a qu'une seule question, c'est quoi être artiste. Ouais. Vraiment, là, Ça- ouais, non, mais en vraiment. vrai, ça pourrait faire partie des épisodes bonus. parce Non, qu'on mais a envie oui, de ça pourrait trucs faire un peu des plus épisodes thématiques. bonus totalement. Mais il faudrait qu'on finisse du coup ce podcast. Et on a une dernière question, c'est la question tradie en tout cas j'espère qu'elle va être tradie du podcast. Ah, Et ah il ouais, faut- tu veux direct passer à la question tradie là. Ouais. Bah ouais. Est-ce que Bah, c'est quoi écoute, mec, surtout vu l'heure là, on est à combien de temps, là, on est déjà à 1 heure. Ok. Une heure Mais facile. J'avais peut-être quand même une petite question si je puis. Non mais ça va. me Tu permettre. sais très bien que ça va. Ouais, mais durer. sauf que là, c'est un peu trop le concept du podcast. Alors, pour est-ce qu'on que, passe est-ce à que- côté. est-ce que tu veux qu'on fasse un concept très sympa? C'est-à-dire qu'en fait, tu mets un chrono Ouais. et on doit non, mais- répondre dans ce chrono-là Non, à mais la c'est-à-dire question. qu'en fait, il faudrait qu'on ait une espèce d'horloge énorme au-dessus de nos têtes Non, qui mais ouais. nous indique. Voilà. Pose la question, Attends. tu sais quoi, vous avez 1 minute 30. C'est possible de répondre en 1h30 à ta question? Ta Alors, prochaine question? pas du tout. Là, en fait, Mais on peut essayer. l'idée aussi d'inviter des jeunes dans ce podcast et de leur poser des questions sur leur début et de leur début dans ce métier. Comment est-ce que vous percevez l'évolution du métier d'acteur? Ouais, donc là, laisse tomber pour Ouais. 1 minute 30. Mais genre, comment est-ce que vous, à votre âge, vous percevez le truc et vous vous dites, ok, je vais réussir à me frayer un chemin et je vais être dans la même position ou pas que les acteurs célèbres d'aujourd'hui? Ok, c'est bon. Mais en vrai, je pense que je peux répondre très rapidement. Il y a à ça. 2 minutes. Ouais. Ok. Faut que j'arrive à mettre mes mots dans ma tête pour que ça aille vite. En gros, tant qu'il y aura des spectateurs, il y aura des acteurs. Mhm.
tant qu'il y aura des gens pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, il y aura des gens pour leur donner de l'art. Du coup, l'évolution du métier de l'acteur, c'est l'évolution du public. C'est-à-dire, c'est la possibilité que les gens vont avoir d'aller dans des salles de cinéma, dans des salles de théâtre, la possibilité que les gens vont avoir tout simplement l'envie d'y aller. Et du coup, l'évolution du métier d'acteur, c'est littéralement l'évolution des gens qui nous font vivre et qui viennent nous voir et qu'on essaye de faire vibrer et qui, en les faisant vibrer, nous font vibrer en retour. 43 secondes, très fort. C'est incroyable parce qu'en plus, ta réponse si rapide va faire que ma réponse sera si rapide. Je suis tellement d'accord. J'irai même plus loin en disant que l'évolution du métier d'acteur, c'est l'évolution du monde, tout simplement. Le monde dans lequel on vit, il évolue. Et il faut qu'on s'adapte à ça. Il faut qu'on évolue avec. Parce qu'on fait des films et des pièces et de l'art pour les gens. Et pour guérir le désespoir des gens et pour guérir le malheur des gens. Et pas que, pour aussi élever leur bonheur et leur joie. Et pour ça, on est obligé de s'adapter à ce qui se passe et de ne pas être coincé sur nous et sur notre environnement à nous et notre milieu social à nous. Et s'adapter à comment le monde évolue pour pouvoir parler de ces choses et communiquer avec les gens, en fait, tout simplement, et continuer de communiquer avec les gens. Et c'est pour ça que je rajouterais aussi que aller voir des films au cinéma, Oui. aller voir des pièces dans les théâtres, aller voir des comédies musicales. Non, ce n'est pas un art bourgeois fait par les bourgeois pour les Non. bourgeois. Vraiment, allez-y, je Alors, vous en supplie. des pièces de théâtre, il y en a qui sont chères, mais ça je suis d'accord. Mais on peut toujours trouver des pièces de théâtre qui sont soit gratos, soit pas chères, soit voilà, il y a toujours moyen. Donc vraiment, allez voir parce que c'est ce qui nous fait notre argent. Ouais. Votre ego. Et notre ego. Question tradie, c'est bon ? Ouais. On est d'accord ? C'était une très belle réponse de tout le monde. Franchement, j'ai même rien à rajouter. Je suis totalement d'accord avec vous. Totalement. Vraiment bravo pour ces. Ça tombe bien parce que j'ai ces- l'impression ces- qu'on est d'accord avec nous. C'est fou. Ouais. fou. C'est vrai qu'on C'est- est d'accord. On est Je suis d'accord. On peut d'accord avec s'applaudir, moi-même, on là. peut s'applaudir, je suis tout seul. Et c'est là qu'on voit l'ego de l'acteur. Putain, on est trop fort. Là, je suis artiste. C'est marrant parce que j'ai regardé il y a 2 minutes. Ouais, voilà. Pourquoi vous regardez des films aujourd'hui ? Vous avez 2 minutes. C'est la question qu'on va poser, en tout cas on espère poser tout du long de ce podcast. Ouais. Vas-y. Pourquoi tu manges des choses que t'aimes alors que tu manges pas des choses qui te font juste vivre ? T'es trop un artiste. non, mais tu vois, c'est ça. Si je regarde des films, c'est exactement la même chose, tu vois. Tu vas toujours préférer manger, imaginons que ton plat préféré, je sais pas, c'est le magret de canard. Bah, tu vois que tu as du magret de canard ou des insectes qui remplissent toutes tes protéines. Je pense tu piques le magret de canard, tu vois, sur le papier, là, tout Mais de suite. pourquoi t'aimes le magret de canard du coup ? Bah, en fait, parce que c'est bon. Parce que ça me donne du plaisir, parce que ça me permet de... En plus, c'est vraiment pas un de mes plats préférés, le magret de canard, c'est un très mauvais exemple, je vais me perdre dans ma métaphore. Non, mais c'est juste, en fait, déjà, je pense que sans l'art, je pourrais juste... Enfin, je sais pas où j'en serais sans ça, en fait. Ça m'a sauvé la vie à des moments compliqués, ça m'a permis de relativiser énormément, que ce soit sur ma vie personnelle ou même professionnelle, à plein d'époques de ma vie différentes. Et je pense que si je regarde des films, si je vais au théâtre, si j'écoute de la musique, si je vais dans des musées, si je regarde des expos photos, si je vais dans des églises pour voir de l'architecture, si je lis des livres, si je lis des BD, si je fais tout ça, bah c'est juste parce que si je le fais pas, bah j'avance pas en fait. J'ai comme un besoin de continuer à m'émerveiller. J'ai ce besoin constant de continuer à m'émerveiller en regardant des choses qui me permettent juste de m'évader ou parfois de mieux comprendre un sentiment ou de mieux comprendre un sujet, de mieux comprendre une société, de mieux comprendre une époque. J'ai juste ce besoin de ne pas rester dans un refermement et dans une ignorance qui m'empêcherait d'avancer dans ma vie personnelle ou professionnelle. Très très philosophique. Ouais, en vrai, franchement, je pense que les gens vont me détester. Parce que je suis vraiment méta depuis Non, 1h30. Non, car mais ta voix c'est ta personnalité. et la SMR. tu es la SMR. Waouh. Et toi, Jeanne ? Je vais démarrer une chaîne ASMR. Franchement, quand je vais voir un film, du coup, je me mets en situation, tu vois, pour vraiment répondre à la question. Ouais.
quand je vais voir un film, j'ai envie, inconsciemment, sans me l'avouer à moi-même, de soit rigoler, soit pleurer, tu vois. Genre, quand j'ai pleuré pendant un film ou que j'ai rigolé ou que j'ai fait les deux pendant le même film, c'est fou. Et le film est automatiquement réussi pour moi. Et je pense que du coup, on a un truc où... C'est très bizarre, je me demande si c'est parce que la vie est fade, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un truc où tu vas voir des films et tu t'écoutes des chansons, où tu vas voir des expositions, je sais pas quoi, pour ressentir des choses qui sont un peu plus grandes que ce que tu peux ressentir dans ton quotidien, tu vois. Et c'est pour ça que l'art, c'est totalement vital et que ça me fait du mal que ce soit pas des métiers qui soient considérés comme vitaux par le propre gouvernement pendant le Covid, par exemple. Que ce soit des métiers qui, des fois, passent après et qui ne soient pas prioritaires. Alors que sans l'art, c'est, je sais pas, ta vie, c'est métro, boulot, dodo et manger, boire. Et puis voilà. Et en fait, la vie ne s'élève pas, alors que la vie, c'est beaucoup plus grand. Et c'est ça qui donne de l'ampleur à ta vie. Bref, je m'étale. Mais quand tu regardes un film, pour moi, c'est pour ressentir des choses. Voilà. C'est une belle réponse, mais j'aimerais juste poser une petite dernière question. Comment est-ce que quand vous voyez des films, vous vous projetez et vous faites peut-être plus attention au jeu d'acteurs qu'aux autres corps de métier? Ça dépend du film. Si le film est bon, non. Exactement ce que j'allais dire. En fait, si l'acteur est bon. Oui, si l'acteur est bon, non. Ouais. C'est-à-dire, soit le truc, je pense que c'est pareil, soit le truc nous emporte et on n'y fait même pas attention et juste on est dans l'histoire et on kiffe. Mais si d'un seul coup il y a un truc, on se dit, putain, c'est bizarre, mais je connais une actrice qui a le même âge, elle l'aurait pas joué comme ça. Ouais. Elle aurait sûrement été vachement mieux. C'est horrible, c'est horrible. Ça- Non, mais, ça mais m'est déjà arrivé. malheureusement, mais c'est toujours comme ça. T'as toujours ce côté. Ça m'est déjà arrivé très personnellement, mais là c'est l'ego de fou, c'est que genre je vois un film et je fais putain, celui-ci j'aurais pu le jouer. Ce rôle-là Mais j'aurais pu le jouer. Mais c'est horrible, mais ça arrive ça arrive partout. Je veux dire, Ouais. quand un boulanger va chez le boulanger, il va se dire, c'est pas là, je l'aurais fait mieux, tu Ouais. vois. Enfin, c'est- Ouais. Non, mais bien sûr. Puis il y a ce truc, moi ça m'est déjà arrivé de voir un film et de A à Z décortiquer la performance de l'acteur. Grave. Et des fois oui. me dire, waouh, putain, le temps. c'est excellent ce qu'il est en train de faire, mais du coup ne pas du tout être dedans et juste analyser ce qu'il est en train de faire et pourquoi c'est excellent ce qu'il est en Mais train est-ce de que c'est faire. pas ça qui te fait aimer justement le film aussi? C'est le fait de l'avoir Aussi. décortiqué et tu fais waouh, c'est tellement excellent. Oui, mais ça dépend. Mais moi j'adore aussi les films qui m'embarquent et qui Ouais, me ouais. font pas du Je suis tout voir totalement ça en d'accord. fait, où j'en ai rien à foutre, tu vois, de ça. Parce que, il y a toujours eu ce débat sur c'est quoi un bon acteur, c'est quoi les meilleurs acteurs. Et en réalité, il y a un truc où les meilleurs acteurs, c'est ceux qui sont pas acteurs en fait. C'est ceux qui, quand tu les vois, tu vois pas un acteur. Tu vois un enfant. réfléchis même pas, genre. Ouais, j'aime bien l'idée. Tu dis, tu vois un enfant. C'est Isabelle Huppert qui dit ça. Hmm. Elle dit, je sais plus, c'est dans une interview, elle dit je crois pas que je joue. Il lui dit comment vous faites pour jouer, je sais pas quoi, et elle dit en fait je crois que je joue pas. Et ça c'est fou. Et je me suis toujours, et attends, je vais pas m'étaler là-dessus parce que le podcast est déjà trop long, mais je me suis toujours demandé, tu vois, si là, par exemple, nous quatre, s'il y avait une caméra qui nous filmait sans qu'on en soit conscient, est-ce qu'on serait pas les meilleurs acteurs du monde? Mais en réalité, oui. Mais Oui. comme je disais au tout début sur le fait que tu mets une caméra sur des enfants qui jouent Oui. et tu rajoutes des effets spéciaux, t'as le meilleur film d'action de l'année. Bah oui. Et est-ce que mon daron, quand je sais pas, on a une discussion tous les deux, et que je le filme sans qu'il sache, est-ce que c'est pas le meilleur acteur du monde en fait? Parce qu'il ne sait pas qu'il est en train d'être filmé et donc il ne joue pas, il l'est, tu vois. Et nous acteurs, on est C'est dans ce la qu'on quête, recherche. on est Ouais. dans la quête de ça, C'est un d'être peu le de Graal, l'instant ouais. présent, Ouais, de on est l'ultra dans la Graal de quête l'instant présent. de ne pas jouer en fait. C'est ça. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Vraiment, merci beaucoup pour Merci Pour ces beaucoup. belles paroles. Merci Merci à vous. Mathis, merci Mathis. Merci vraiment d'être venu parler autour de ce bol. Non, mais vraiment, merci beaucoup pour ça. Et franchement, je serais tellement chaud de faire un épisode 2 avec les mêmes personnes. Parce que on a tellement encore de choses à dire par rapport à ça. Enfin, moi, en On tout a cas, même pas fait je- la moitié des questions du Non, lot. oui, il y a Oh, encore c'est plein clair. il y en a plein dans le bol. Punaise, il y avait plein d'anecdotes. Tu veux faire une petite anecdote là? Trouve une anecdote en vrai. Vas-y, Sérieux? vas-y. Trouve une anecdote, une petite anecdote. j'ai Parce que plus de les questions anecdotes que sont d'anecdotes. courtes, donc en Moi, j'ai deux vrai. anecdotes là. En même temps, tu sais quoi, je vais prendre mon Ça appareil, on va faire une petite photo. Oh, bah, ça c'est pas mal en plus. Mais quelle est la meilleure selon toi? Il y a Tim Burton et la chocolaterie, Jurassic Park ou Psychose?
Quelle est pour toi la meilleure des anecdotes C'est sur les Psychose. Ouais. Psychose. Ça m'a l'air d'être Elle est- Psychose. Parce que c'est la moins connue, peut-être. Ouais, je pense que c'est la moins connue. Parce que Tim Vas-y. Burton, c'est très vite, il y a des écureuils dedans. Ils ont été dressés. C'est pas des effets spéciaux, c'est des écureuils qui ont Waouh. été dressés Ce qui est complètement dingue. pour, Il y a genre pour 40 le film. écureuils. Ouais, Putain, C'est un le mec délire. avait beaucoup d'argent. Est-ce Donc que voilà, les ça, Oompa c'est très Loompa étaient rapide. dressés aussi? Pardon. voilà. Ah. horrible. Horrible. Et humour. Jurassic Park, c'est un mélange de bruit de baleine, tout ça. Oui, le truc de- bruit du Voilà, T-Rex, ça c'est ouais. très rapide. Ah oui, ouais. Psychose, et on va s'arrêter sur ça. Ok, donc vraiment, ça va être les dernières paroles. Ok, Ok, et super. ça va pas être moi qui vais le dire, je sais pas. Parfait. Waouh. Et du coup, merci beaucoup d'être venu. Merci. Voilà. Merci à vous de nous Merci, avoir merci. invités. Et on se refait ça quand vous voulez. Et voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, tout le monde, les auditeurs. C'est moi qui l'ai dit ou quelqu'un veut dire? Honneur à Ok. toi. Du coup, l'anecdote c'est Psychose. Et Walt Disney a refusé qu'Alfred ou je recommence. C'est les dernières paroles. Ouais, c'est pour ça que je recommence. Walt Disney a refusé qu'Alfred Hitchcock tourne à Disneyland au début des années 60 car il avait réalisé cette, je cite, horrible film qui est Psychose. Fin Voilà. des guillemets. Des petites relations sympathiques dans les années 60 avec des grands réalisateurs, Entre les deux personnes qui, je crois, ont le plus d'Oscars dans l'histoire. peut-être. Au revoir. Bye. Très bon premier podcast. Bisous, bisous.